L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous présente Si on parlait. Ouais, parce que c'est important de regarder aussi ce qui se passe près de chez nous. Télé Grenoble vous donne la parole tous les jours, du lundi au vendredi. Aujourd'hui, avec nos invités, on va parler du musée de l'ancien évêché qui fête ses 20 ans cette semaine, des transports en commun qui ont également leur propre musée dans l'agglo et d'une association villageoise qui a le sens de la fête. Et pour parler de ces sujets, je reçois Antoine Agnelier, président du C9, une association basée à Revel sur les balcons de Beldon, qui développe donc ce certain sens de la fête dont on parlera tout à l'heure. Bonjour. Bonjour. En face de vous, Jean-Marie Guetta, cofondateur de l'espace Histobus, situé au Pont de Clé. C'est un peu la mémoire des transports en commun de l'agglomération. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Et puis Isabelle Lazier, conservatrice du musée de l'ancien évêché, situé pas très loin de nos studios, en place Notre-Dame à Grenoble. Bonjour Isabelle. Bonjour. Alors en 1998, deux événements marquants se sont succédés à quelques mois d'intervalle. On a d'abord gagné notre première Coupe du Monde de football, ça c'était en juillet. Et puis on a inauguré en septembre le musée de l'ancien évêché. J'imagine que vous vous souvenez bien de ces deux temps forts de l'actualité. Un peu moins du foot. Un peu moins du foot. Je l'avoue. Par contre, effectivement, de l'inauguration du musée, bien sûr. Oui, parce que vous étiez déjà, dès le début, à la tête de cet établissement. C'était le 18 septembre 1998. C'est cela. À la place de l'ancien palais des évêques à Grenoble. Ça faisait quelques années qu'il n'y avait plus d'évêques, d'ailleurs, à Grenoble. Et oui, puisque en fait, les évêques ont quitté le palais en 1907 et l'université de Grenoble s'y est installée et y est restée jusqu'en 1987. Et donc, dans ce palais, on a enseigné la glaciologie, la géologie, la géographie, la psychologie. Voilà. C'est une annexe de l'université. C'était une annexe de l'université, une annexe avec des chercheurs et des professeurs très brillants. Ils étaient pas mal, les étudiants, pour aller après profiter des bars du centre-ville. Ils les avaient sous la main. C'est aussi une époque, la fin du siècle, à Grenoble, où on construisait des lignes de tram. Et je crois que les travaux de la deuxième ligne de tram ont un peu influé sur ce qu'est aujourd'hui le musée de l'ancien évêché. Ah oui, complètement, en fait. D'une part, parce que d'abord, cet ancien palais des évêques est racheté par le département pour y installer un musée des artistes dauphinois, et ça c'est en 87. Et d'autre part, parce qu'il y a un incendie qui détruit une partie du palais en janvier 1989, et qu'en 1989, dans le cadre des fouilles préalables à l'aménagement de la deuxième ligne de tramway, on trouve les vestiges du baptistère de Grenoble. C'était patrimoine absolument remarquable. Et qui fera l'une des salles les plus emblématiques, on peut dire, du musée, le baptistère. Il faut, on le voit là en image, rentrer dans un endroit un petit peu mystique, j'ai envie de dire. Oui, alors mystique, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est les vestiges du premier lieu construit, aménagé à Grenoble, où on pratiquait la cérémonie du baptême. C'est le début de la christianisation, vous êtes au IVe siècle, et le baptême se faisait une fois par an à Pâques, délivré par l'évêque. Donc c'est vraiment le changement complet pour une société jusqu'alors païenne, pourrait-on dire, mais qui devient chrétienne. Donc on a presque 2000 ans d'histoire là sous les yeux. C'est encore plutôt bien conservé, ce patrimoine. C'est un site remarquable, remarquablement restauré et qui est situé en sous-sol du musée de l'ancien évêché, sous la place Notre-Dame. Jean-Marie, vous à l'époque, vous étiez déjà intéressé par les transports en commun. Le chantier du tram, vous êtes allé le photographier, et ce chantier de fouilles archéologiques également. Oui. Mais enfin, moi, j'ai pas autant fouillé la question que madame, c'est sûr. Mais pour autant, bien sûr, et puis c'était paru dans la presse, c'était quelque chose de fantastique et de très intéressant, bien sûr. Voilà. Alors, le baptistère, c'est une des salles qu'on peut voir au musée. Il y a 4 ou 5 niveaux dans le musée. Aujourd'hui, comment vous le qualifieriez, votre établissement ?
D'abord, c'est un musée de site parce que l'ancien palais des évêques a été aussi fouillé dans les étages et ont révélé des trésors architecturaux qui témoignent de l'histoire longue de ce palais qui a été construit en 1250. Et d'ailleurs, on rentre dans le musée et on peut être dans la première salle aménagée pour l'évêque en 1250, d'ailleurs très modeste. Et donc, c'est un musée de site avec un parcours étonnant de vestiges mis en valeur aussi dans une confrontation d'architecture contemporaine, voilà. Et puis c'est un musée qui accueille évidemment une présentation permanente, une exposition permanente sur l'histoire de l'Isère, de la préhistoire jusqu'à nos jours. C'est un musée qui se visite gratuitement, comme l'ensemble des musées départementaux. C'est un musée qui se visite gratuitement, bien sûr, comme l'ensemble des musées départementaux qui relèvent du département de l'Isère. Quel type de public vous avez au musée de l'Ancien Évêché? Alors, on a un public scolaire. On a fait beaucoup pour faire des propositions d'actions éducatives auprès des scolaires. Et puis, on a, je dirais qu'un large public grenoblois, isérois, qui viennent et qui reviennent souvent aussi pour les propositions d'expositions temporaires, puisque chaque année, on a 2 expositions temporaires sur des sujets très variés qui suscitent la curiosité. Il y a quelques années, vous aviez une expo qui tournait autour de l'œuvre de Robert Doisneau, le célèbre photographe. Les Alpes de Robert Doisneau. Les Alpes de Robert Doisneau, une expo qui avait très bien marché en termes d'affluence. Oui, nous avons accueilli 100 000 visiteurs durant l'année pour un musée qui est un petit musée par rapport à d'autres. C'était un beau succès. C'était un beau succès. Le sujet était magnifique et les visiteurs se sont reconnus dans ce travail très délicat de Robert Doisneau sur les Alpes. Avec des photos prises d'ailleurs à la Fraie notamment. Oui, il venait en vacances dans la région iséroise. Voilà, c'est ça, il venait en vacances. Il n'y a pas que ces clichés urbains qui ont fait le travail de ce photographe. En ce moment, on peut découvrir un bijou un petit peu particulier. On le voit là sur ces images. Une bague en lien avec notre histoire également. Oui, alors ça, c'est une histoire incroyable. Le Dauphiné tire son nom des princes régnants, les dauphins, qui ont régné jusqu'au XIVe siècle, avant que le Dauphiné ne soit cédé au roi de France et devienne une province. Et donc, on n'a plus aucun vestige matériel de ces dauphins. Et mystérieusement, nous avons, par une rencontre assez étonnante, nous avons rencontré un collectionneur anglais qui nous a dit posséder la bague de l'avant-dernier dauphin de Viennois, Guy VIII, et qui nous l'a prêtée et nous l'avons étudiée et présentée au musée de l'Ancien Évêché. Donc c'est une histoire étonnante parce que de ces dauphins, il nous reste de l'immobilier comme l'église de Grenoble. Et l'église des Delphinales et puis voilà quelques éléments immobiliers, mais surtout évidemment cette bague qui est un chef-d'œuvre. Bon, elle restera pas, elle est visible encore quelques temps chez vous. Il y a d'autres bijoux dans votre collection. Alors je mets bijoux avec des... Et ça, c'est un vrai bijou. Des guillemets. Vous avez des œuvres qui vous tiennent à cœur? Oui, il y a des collections formidables. Le casque de Vézerons, quand même, qui illustre une bataille au Moyen-Âge. Voilà, c'est une pièce formidable. Le retable du château de Bonrepos, XVIe siècle, avec une réinterprétation de la Bible en images. On a aussi des collections archéologiques prestigieuses, notamment le crâne du premier dauphinois, 11 000 ans quand même. Voilà, présenté dans les collections. Alexandre, je crois. Alexandre, voilà, c'est ça. Il a été surnommé, il a été nommé par le fouilleur, par l'archéologue qui a trouvé ce crâne du nom de son grand-père. Donc voilà, Alexandre. Et puis des belles collections, notamment des peintures régionales de paysages qui nous emmènent au XIXe siècle et bien d'autres choses encore. Alors, tous ces objets, toutes ces expositions, on peut les voir tout au long de l'année, mais là, c'est une semaine un peu particulière qui s'annonce, puisque vous célébrez les 20 ans avec quelques jours d'avance, mais j'imagine que les journées du patrimoine qui arrivent ont un peu précipité l'événement.
pendant les jours qui viennent? Qu'est-ce qui va se passer de particulier au musée? Beaucoup de choses, puisqu'on démarre, une inauguration qui a lieu le mardi soir, voilà, où nous aurons l'occasion de présenter un film d'archives vidéographiques de la télévision, où on retrace complètement l'histoire du chantier de découverte du baptistère de Grenoble, et un autre montage vidéo provenant des archives de l'INA qui raconte quelques zooms sur les expositions temporaires du musée d'Ancien-Évêché. Voilà. Le mercredi, des animations pour les enfants. Le jeudi, avec des propositions de contes, visites guidées. Le jeudi, des animations plus pour les adultes, notamment la découverte de la bague de ce dauphin Guigui par des historiens, un concert en soirée. Nous avons aussi prévu des animations plus ludiques avec un jeu de piste le samedi. Le vendredi, une journée d'études sur le chantier, sur ce grand chantier patrimonial que fut la découverte du groupe Évêché Cathédrale, dans lequel le musée de l'Ancien Évêché s'inscrit. Et le dimanche, beaucoup de visites guidées et un grand concert dans la cour à partir de 18h. Avec le Big Ukulélé Syndiquette, qu'on appelle le bus également dans le jargon. Et puis un petit clin d'œil aux nouvelles technologies. On peut visiter le musée en 360 de façon virtuelle, et notamment le jardin. Hein. Oui. Il fait encore beau là, en ce mois de septembre. Donc si vous ne connaissez pas le site, rien que pour le jardin, ça vaut le coup d'aller vous promener du côté de la place Notre-Dame. Voilà, alors si le tram a indirectement permis la création du musée de l'Ancien Évêché tel qu'il est aujourd'hui, les transports en commun sont à l'origine de la création directe, cette fois d'un autre musée de l'agglomération. Jean-Marie Guetta, vous êtes l'un des fondateurs de l'espace Histobus dédié au transport en commun de l'agglomération. Alors c'est situé à Pont-de-Claix, c'est un projet qui a été monté par des passionnés. Oui, on était 4, dont Jean-Yves Mounier, qui est le président fondateur. Et puis, c'était donc en 1989, ça fait déjà 29 ans. Et on s'est dit, tiens, ça serait bien d'essayer de récupérer quelques véhicules, puis de les restaurer. On est parti comme ça. Et puis, aujourd'hui, on est à presque une quarantaine de véhicules. Voilà. Alors, le plus ancien, il date de 1923. En mettant entre parenthèses un véhicule qui nous est prêté, c'est une calèche qui date, qui a pratiquement 100 ans, peut-être même un peu plus. La personne qui nous l'a mise en dépôt, gentiment, est en train d'essayer de calculer, fait de voir un petit peu, d'avoir des renseignements. Et puis le véhicule le plus récent, il date de 2003. Alors, il y a une grande halle, une galerie, pour mettre une quarantaine de bus, il faut de l'espace. Je crois qu'il y a plus de 3000 mètres carrés oui. Dans cet endroit. Ces bus, vous les avez récupérés comment? Ça se rachète? Ça se donne? Alors, on n'en a pas acheté beaucoup, on en a acheté 8, je crois. Il y en a un certain nombre qui nous ont été donnés, parce que comme on est une association reconnue d'intérêt général, quand les gens nous font soit des dons en numéraire, soit des dons de véhicules, eh bien avec un CERFA officiel, parce que c'est normal, quand l'État français, à travers les impôts, vous fait des ristournes, il faut que ce soit sérieux. Il y a des gens qui nous ont donné des véhicules, on a fait établir la valeur de ces véhicules, et ils récupèrent en crédit impôt l'année suivante ou jusqu'aux 5 années suivantes, 70%. Bon, si vous avez un bus qui traîne dans votre garage, vous ne savez pas quoi en faire, vous appelez Jean-Marie, il va vous en débarrasser et la Sénitag aussi nous en a donné une douzaine au moins. Bon. Oui, parce que la particularité, c'est que la plupart des bus qui sont dans votre musée ont circulé sur le territoire isérois ces dernières années. Je mets année avec un gros S. Voilà, mais quasiment tous. Il n'y en a que 2. Il y a c'est la calèche dont je vous parlais tout à l'heure, qui vient du sud-ouest de la France, mais qui est intéressant. C'est ce qu'on appelle un char-à-banc. Et puis, il y a un vieux car horaire qui, lui, a roulé tout le temps sur le département des Hautes-Alpes et jusqu'à dans les Bouches-du-Rhône. Mais comme il avait été en partie construit à Grenoble dans les célèbres carrosseries Belclos, parce que c'était connu nationalement, cette carrosserie-là, on s'est dit, alors... Vous avez fait une petite exception. Vous avez bien fait. J'ai quelques images de bus de 1968. C'est l'époque des Jeux Olympiques à Grenoble. Il paraît d'ailleurs que ce sont ces images de bus et des enfants qui prennent le bus pour aller au ski qu'aurait fait gagner la candidature de Grenoble au JO. Ouais, ça, c'est le genre de véhicule que vous avez encore en stock. Là, j'ai reconnu des véhicules, des PH, bien sûr. Enfin bon, je ne vais pas faire le... Est-ce que vous les remettez en état également? Oui, bien sûr. Depuis qu'on a commencé
c'est la première restauration d'un véhicule, c'était en décembre 96. On note tout le temps, toutes les heures qu'on passe, au quart d'heure près quand même, hein, on note toutes les heures qu'on a passées sur les véhicules, et ben on en est à plus de 17 000 heures. Ce qui fait que, bon, de temps en temps, il y a des visiteurs, parce qu'on peut visiter tout au long de l'année le musée. Il y a des visiteurs qui nous demandaient, ça fait combien pour une personne? Alors, un jour, je vais prendre la calculette, j'ai regardé. Et ben, on en est à 10 ans et 3 mois, je crois, pour une personne à raison de 35 heures par semaine et 1 mois de congé. Bon, voilà. C'est du boulot, on peut le dire. Oui, non, mais on mange du sucre, hein, on ne se plaint pas, on est bien content et on continue. Du boulot de passionné. Pour restaurer ces véhicules, l'objectif, c'est de les faire rouler de nouveau sur les routes. Oui, bien sûr. Ouais. Alors, bon, comme donc, on est une association, on a quand même des aides du Conseil départemental de l'Isère, du SMTC, Syndicat Mixte Transport en commun. La métropole grenobloise, c'est la ville de Pont-de-Claix. Bon, mais on fait attention justement à l'argent qu'on nous met à disposition et on a vraiment une capacité administrative que 4 véhicules qui peuvent rouler. Voilà. Et c'est ces véhicules-là qui vont circuler une fois de plus le week-end prochain dans le cadre des Journées du patrimoine pour transporter les gens qui le voudront. Oui, parce que vous ouvrez le musée au grand public 2 fois par an, en septembre pour les Journées du patrimoine et au mois de mai pour la nuit des musées. Là, pour le coup, on peut monter dans les bus et circuler, mais le musée se visite tout au long de l'année. Il suffit de prendre rendez-vous si on a un petit groupe de 5-6 personnes. Voilà, on commence à partir de 5 personnes parce que bon, la majeure partie de notre temps on fait des restaurations, bon, pas seulement. On est content de faire, de présenter notre passion à la population. Alors donc, on demande qu'il y ait 5 personnes minimum. Voilà. Et c'est toujours gratuit toute l'année, que ce soit pendant les Journées du patrimoine, pendant la Nuit européenne des musées, tout au long de l'année, du 2 janvier au 30 décembre. Hein. Alors quand ce sont les Journées du patrimoine et les Nuits européennes des musées, on demande une participation de 1 euro pour nous aider à payer le gazole, parce que le gazole, c'est vrai, on a un des véhicules qui roule, quand il roule, il fait 40 litres au 100. Ça va. C'est moins cher que le ticket de bus actuel. Hein. Oui, bien sûr. Puis surtout, ce qu'il y a, c'est qu'on ne veut pas non plus avoir donner l'impression de devoir récupérer de l'argent comme ça, parce que jusqu'à 15 ans, on fait gratuit. Parce qu'on pense que les familles, quand elles ont des enfants, il faut leur payer les godasses, payer les trucs, fournitures scolaires. Donc, en dessous de 15 ans, puis c'est bon. Et puisqu'on parle du patrimoine de nos transports en commun isérois, il y a une maquette importante aussi. Ça, c'est le petit train de Lamure que certains ont pu prendre, qui est à l'arrêt depuis bientôt 10 ans. Alors ça, c'est la maquette. Les wagons, les locomotives sont aujourd'hui encore dans l'hangar du côté de Saint-Georges-de-Comiers ou de Lamure. Oui, bien sûr. Vous avez éventuellement le projet d'en récupérer quelques-unes? Non, parce qu'on n'a plus de place. Hein. Mais bon, et puis on sait que le conseil départemental fait tout pour qu'en juillet 2020, ça redémarre. La ligne redémarre sur une grande partie du parcours, depuis Lamure jusqu'au ce qu'on appelle le Grand Balcon, ou le passage de la Rivoire, c'est le même nom. Et la maquette qu'on a vue à l'écran, là, tout à l'heure, c'est une maquette qui n'avait pas été faite par nous. Elle avait été faite entre 1985 et 1988 par une association qui s'appelait Rail Miniature Sud-Isère. Et bon, alors, la ligne faisant 30 km, ils n'allaient pas faire toute la maquette. Hein. Voilà, la ligne en maquette, mais il y a 7 ou 8 points principaux, c'est signalé, vous voyez, et c'est magnifique. Bon, là, on vient de voir les anciens wagons du train de Lamure qui, effectivement, devraient repartir sur de bons rails dans quelques années. Merci Jean-Marie. On me dit à l'instant en régie qu'une info de dernière minute vient de tomber. Alors, on va être obligé d'interrompre cette émission pour un flash spécial. Cette nuit, je dormais profondément, j'ai entendu un immense sifflement, j'ai dit qu'est-ce qui se passe, je me suis levé, j'ai vu une lueur extérieure. On peut estimer d'après la trajectoire qu'effectivement l'engin serait passé sous la ligne de haute tension. A priori, il n'aurait pas percuté parce que la partie supérieure de l'engin n'est pas du tout endommagée, mais aurait, perdu un petit peu le contrôle ou sa stabilité et serait venu s'écraser sur la route D11 ici. On attend la radioactivité maximale, là. Attention, là. Mettez vos masques, les mecs, mettez les masques. Ça devient très réactif, là, attention, hein. Bon, ça fait peur. Là, on a quitté les bus pour les soucoupes volantes. Antoine, je me tourne vers vous. Qu'est-ce qui se passe? On est envahi par les extraterrestres? Oui, de temps en temps, ça peut arriver. On essaie de mettre en place des événements festifs très originaux sur Revel. Donc là, c'est un événement qui date de 2001, qui a été créé par le C8 à l'époque. Donc le principe, c'est de faire que des événements décalés. Et un thème à chaque fois différent. Là, ça avait bien fonctionné. Hein, les journalistes d'M6, ils avaient joué le jeu de rapporter cet envahissement d'extraterrestres un petit peu particulier.
C'est une bande de copains à la base qui habitent Revel et les environs. Revel, c'est un petit village sur les balcons de Beldon, à une vingtaine de kilomètres de À la base, il y a 4 personnes qui ont été rejointes par leur conjointe. Donc, ils sont d'abord appelés le C4, puis le C8. Et ils m'ont passé la main il y a 2 ans pour créer le C9. Vous savez ce qu'elle est devenue, la soucoupe volante Non. Non. J'ai pas d'informations, non. Bon, je me Elle a disais été démontée, je pense. On aurait peut-être pu la mettre dans le musée de Bernard, mais bon, c'est vrai qu'il faut de la place pour la mettre. On les voit, là, vos prédécesseurs, faire un peu les déconneurs, on peut les appeler comme ça. C'est le principe de l'association, on ne se prend pas au sérieux et on ne peut pas avoir au sein du bureau quelqu'un de trop sérieux. Donc, sinon, il sort. Voilà. Bon, alors tous les 2 ans, votre association organise une grande fête, une méga fête à Revel, une fête de village. La dernière en date, c'était en 2016 sur la thématique du Moyen-Âge médiéval. Alors toute la population pratiquement du village s'était mise aux couleurs de l'événement. Oui, c'est le principe. En fait, chaque hameau a pris une thématique autour de la médiévale et on a toujours l'effet de surprise. Ça veut dire que chaque hameau a une année pour se préparer. Et le jour de la fête, c'est une vraie apparition et les autres hameaux découvrent le thème retenu par ces gens-là. Voilà. Alors on s'y croirait quand on voit les images de cette fête. C'est quoi l'objectif? C'est une grande kermesse, mais sur une kermesse, thématique. l'objectif numéro 1, c'est de faire se rapprocher les voisins pour qu'ils aient du temps à passer ensemble et pour préparer cette fête tout en gardant la surprise avec des chorégraphies, donc on peut voir à l'écran des mises en scène, etc. Donc ça, c'est des choses qui durent 2 ou 3 heures le matin. Chaque hameau passe les uns après les autres. Et après, on a un temps de jeu qui oppose les différents hameaux sur la thématique. Donc là, c'était des jeux typiques médiévaux qui ont été... des joutes ancestrales. Voilà. On le voit, vous êtes là pour rigoler, mais les costumes sont bien faits, il y a des décors, il y a de la mise en scène, c'est quand même quelque chose qu'on n'improvise pas. Non, les hameaux prennent ça très au sérieux, ils sont encadrés par ce qu'on appelle les pilotes, donc c'est des gens qui sont bien sûr volontaires, tout le monde est volontaire dans l'association, et eux, ils encadrent l'organisation de la fête et de leur hameau. Voilà. Il y avait une dragonne, c'était l'élément central il y a 2 ans. Cette année, en quoi ça va consister, la thématique de la fête 2018 ? La thématique retenue est votée par les hameaux, c'est important de consulter les pilotes. C'est Peuple du Monde, le thème Peuple du Monde qui a été retenu. Donc chaque hameau a choisi un peuple et tout tourne dans le hameau autour de ce peuple. Donc c'est un peuple qui existe. Dans le monde ? Dans le monde. Et qui reste surprise jusqu'à samedi 9h. Donc chaque clan, on va dire, à Revel prépare ses derniers déguisements. Vous êtes en tenue de quoi ce soir ? Je ne peux pas trop le dire parce que la surprise sera dévoilée samedi 9h15. Mais ce n'est pas votre habit habituel ? Ah non. Non, le principe, c'est d'être à l'image du sujet parce que... Et en même temps, les hameaux choisissent un thème, mais c'est aussi à nous, en tant qu'organisateurs, de prévoir notre surprise. Donc là, on l'a vu il y a 2 ans, les organisateurs avaient prévu le dragon, qui était une surprise complète, puisqu'ils ont passé presque 1 an à construire un dragon qui fait quand même 12 mètres de long. Donc c'est vraiment un travail phénoménal. Donc nous, pareil, on a bossé là, pendant 1 année à préparer notre surprise du C9 pour faire apparaître les peuples, parce que c'est des peuples qui viennent, qui ont parcouru de nombreux kilomètres. Donc on prend en charge leurs frais de déplacement, on va dire. Eh ben, on n'en dit pas plus. Ceux qui veulent voir ça, ce sera dès samedi matin à Revel, ce 15 septembre. Une belle journée, on va dire, festive et pleine de surprises. Il y a un scénario, il y aura des apparitions. Plein de choses. Voilà, mais Antoine ne veut pas dévoiler complètement les choses. Il a bien raison. La surprise n'en sera que plus belle. Et puis, je précise que vous organisez d'autres événements décalés tout au long de l'année. Notamment, il y a le Réveillon, il y a le Derby Luge, où vous êtes pas mal en pointe. Et puis, un sport de boule revelloise. Voilà, la boule unique revelloise. Chez vous, oui, je pense qu'il n'y a que chez nous qu'on joue aux boules comme ça. Le principe, c'est de jouer à la pétanque, mais à la mode de chez nous. Et chez nous, on est en montagne. Donc le terrain est accidenté, donc on se débrouille, on joue avec le terrain. Donc on remplace le cochonnet par un petit drapeau et on arrive à un jeu qui se mélange entre la pétanque et le mini-golf.
Très bien, ça fait sourire Isabelle, moi aussi ça m'amuse beaucoup, donc on suivra avec attention notamment votre fête ce week-end. Merci à tous les trois d'être venus pour cette première émission de la nouvelle saison de Télé Grenoble. Demain, on aura notamment le président de l'université, Patrick Lévy, qui vient nous parler de la rentrée universitaire, et Jonathan Josse, qui réalise en ce moment un tour de France en handi-bike en suivant au plus près nos frontières. Bonne soirée à tous. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe SAMC, vous a présenté Si on parlait.